il y avait ce langage autour de moi et cette impression de ne pas être allé jusqu'au bout. Et moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. Jusqu'au bout de quoi ? C'est toutes les tentatives de FIV accordées par la Sécu ? C'est le bout de ses moyens financiers ? C'est le nombre d'années jusqu'au bout desquelles on n'est plus éligible à l'adoption ? C'est jusqu'au bout de sa santé mentale ? Jusqu'au bout de son couple ? Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez ? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? Alors ? C'est pour quand ? Avant de commencer, un mot rapide. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet à ces paroles précieuses d'exister. Vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, on voit de nombreux récits de parcours de fertilité difficiles qui se terminent bien. Des histoires de bébés miracles, de combats récompensés, de joie après l'épreuve. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Selon une étude de l'INED, après plusieurs années de parcours, environ 7 couples sur 10 finissent par avoir un enfant. Autrement dit, pour une part importante des personnes engagées dans ces parcours, la PMA ne mène pas à la naissance espérée. Alors quid de celles et ceux qui n'entrent pas dans le récit du succès ? De celles et ceux dont l'histoire ne se termine pas par un enfant et qui restent souvent invisibles, silencieux, parfois même rendus responsables de cet, entre guillemets, échec. On aime les histoires qui finissent bien, mais parfois, elles ne finissent pas comme prévu. Aujourd'hui, je reçois Sandrine, qui se définit comme childless définitive et qui a fondé l'association Happy Moi pour accompagner celles et ceux qui n'ont jamais eu d'enfant sans l'avoir choisi. Ou, autrement dit, les personnes involontairement sans enfant. Hello Sandrine. Hello, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Alors Sandrine, tu as eu un parcours médical compliqué autour de la parentalité, de la fertilité. Pour y revenir, je te propose de regarder ensemble les éventuelles solutions qui s'offraient à toi dans les années 2010. Donc Sandrine, suite à un parcours PMA qui a été infructueux, la possibilité de se tourner vers un don d'ovocytes, en fait, ça t'a été dénié en raison de ton âge à l'époque puisque tu avais 38 ans. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de ça ? Donc on est dans les années 2010, je le rappelle. Tout à fait, donc on est en 2013 même, début 2013. J'ai 38 ans. J'ai plusieurs protocoles PMA à mon actif qui n'ont pas fonctionné, mais pas fonctionné du tout. Je ne suis jamais tombée enceinte. Ouais. Même 5 minutes, j'ai jamais été enceinte. Il n'y a pas eu de début de quoi que ce soit. Rien Okay. du tout. Un des médecins à qui on demandait des explications sur pourquoi ça n'avait pas fonctionné, non seulement ne pouvait pas nous expliquer pourquoi ça n'avait pas fonctionné, mais en plus nous a dit, écoutez madame, on vous donne un traitement de cheval, vous êtes une mauvaise répondeuse, pour vous, il n'y a qu'une solution, c'est de recourir au don d'ovocytes. Mais en France, le don d'ovocytes est très limité en termes d'ovocytes disponibles, pardon de le dire comme ça. Mais on comprend. C'est extrêmement limité. Donc, il y a un grand délai d'attente qui est d'environ 2 ans. Et les rares ovocytes disponibles sont attribués à des femmes qui ont le plus de chances possible de mener une grossesse à terme. D'accord. Donc, des femmes plus jeunes. Plus jeune. Moi, j'avais 38 ans. 38 ans plus 2 ans d'attente, ça faisait 40 ans. Je n'étais pas éligible. Et donc, le médecin m'a dit avec un tact particulièrement absent, allez donc acheter des ovocytes en Espagne. Tu n'es pas allée en Espagne, du coup, acheter des ovocytes? Non, je n'ai pas fait ça. C'est vrai qu'on a contacté une clinique espagnole ce soir-là. Je me souviens qu'avec mon copain, on était rentrés à la maison, mais complètement défaits. On s'y attendait pas du tout. Et on est rentré chez nous, on est allé sur Internet voir des cliniques espagnoles, on leur a envoyé un mail en anglais, puisque notre espagnol, à part pour commander au bar, c'est pas top. Donc on a envoyé un mail en anglais à minuit, et à 6h du matin, quand on s'est levé, on avait un mail de réponse de je ne sais combien de pages, en français, dans un français parfait. Ah oui. Je rappelle, on était en 2013. Ils sont réputés pour ça, quand même, les cliniques espagnoles. Avec un devis
le mail était long, mais le devis pas si clair que ça. Donc un devis de 8 000 € pour une tentative de FIV. Donc on n'est pas allé en Espagne, on a choisi d'aller à l'autre bout de l'Île-de-France. C'était moins loin que d'aller en Espagne, dans un hôpital privé cette fois-ci, pour essayer à nouveau des FIV avec nos propres gamètes, qui n'ont pas fonctionné du tout non plus. Et toujours pareil, sans aucune explication sur pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc moi, j'ai pas de fertilité inexpliquée, je tiens à le préciser aux auditeurs. Donc moi, j'ai de l'endométriose. J'ai aussi le syndrome des ovaires polykystiques, donc qui crée de l'infertilité. Mais il y a des femmes, un certain nombre de femmes, du même âge que moi à l'époque, avec ces mêmes pathologies, qui réussissaient à avoir des enfants. Mon conjoint n'avait aucun problème de fertilité, donc c'était vraiment de mon côté. Mais malgré tout ça, les médecins ne donnaient pas d'explication. J'imagine parce qu'ils ne l'avaient pas eux-mêmes sur pourquoi ça marcherait pas et sur comment ils pouvaient faire pour que ça marche. Donc c'est soit on avait la foi, on continuait à l'aveugle, avec tout le lot de déception que ça draine à chaque fois, soit on allait vers une autre option disponible pour avoir un enfant. Encore une fois, pardon de le dire comme ça, parce que ça fait très choix rationnel. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme ça qu'on l'a vécu. Mais du coup, donc parmi les options possibles en 2013, donc il y a aussi, alors pas en France, la GPA, donc la gestation pour autrui. Donc ça veut dire qu'il y a une mère porteuse, d'un enfant qui serait ensuite le vôtre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé à l'étranger, par exemple ? Est-ce que tu sais un peu ce que ça signifie une GPA à l'étranger en termes de contraintes, je sais pas, légales, financières ? Mais tout à fait, et c'est exactement ce qu'on a fait quand on a envisagé la GPA. Quand je dis quand on a envisagé, c'est quand on a étudié la possibilité avec un certain recul sur la faisabilité purement technique. Donc en termes de géographie, où est-ce que c'était possible de faire une GPA ? Ensuite, en termes d'éthique, où est-ce que les GPA proposés étaient le plus éthique possible ? Et en termes de coût. Alors étonnamment, l'éthique et le coût... là où il y avait moins d'éthique, le coût était bas, et là où il y avait plus d'éthique, où c'était plus encadré, le coût était élevé. Pour le faire de manière la plus encadrée possible, avec la meilleure éthique par rapport à ce qui existait, pas forcément par rapport à des critères personnels, c'était aux États-Unis. C'était à peu près 100 000 €. Et en tout cas, c'est un montant énorme. Il fallait hypothéquer l'appartement. Ouais, non, mais c'est ça, il faut être riche, quoi. Enfin, 100 000 €, qui peut les sortir ? Pas monsieur et madame tout le monde, en tout cas. Voilà. Ouais. Donc, pas nous. Et comme tu l'as très justement souligné, il y avait aussi toute la question de la reconnaissance légale. Parce qu'en France, la mère officielle, à l'époque en tout cas, c'est soit la femme du papa. D'accord. S'il n'y a pas d'autres mamans, soit c'est celle qui a accouché. Parce que c'est une tannée au quotidien. Ah bah c'est clair. Pour aller chercher tes enfants à l'école, il faut que tu sois officiellement la maman, pour les amener chez le médecin, prendre des décisions. Pour plein de petites choses de la vie quotidienne, c'est compliqué. Et ça dépend en fait du tribunal de ton lieu de résidence ou de ton département qui acte que tu es bien la maman. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un conflit. Je me souviens en France, alors on n'en parlait pas beaucoup parce que c'était pas le sujet, mais quand on se penchait un peu sur la question, on voyait qu'il y avait un vrai conflit et des désaccords profonds entre certaines prises de position assez fermes de certains tribunaux qui ne voulaient pas reconnaître les naissances par mère porteuse et qui disaient la mère, c'est celle qui a accouché, point barre. Donc il y avait ce mouvement fort d'un côté, et de l'autre côté, la Cour européenne des droits de l'homme, qui disait que le droit de l'enfant primait avant tout, donc le droit de l'enfant à avoir des parents et une vie harmonieuse avec ses parents, et que donc pour le bien-être de l'enfant, il était indispensable de valider toutes ces procédures administratives. Donc, je crois que maintenant, c'est un peu plus apaisé, il me semble. Je suis pas sûre que ce soit complètement résolu encore. La GPA est toujours interdite, en tout cas en France, et je sais pas dans l'Europe comment c'est, mais en Europe, globalement, non. Il me semble qu'en Europe, globalement, c'est interdit. Je crois qu'après, il y a des niveaux de tolérance plus ou moins élevés selon les pays. Ce qui a beaucoup changé, en fait, en 12 ans, c'est que de plus en plus de personnalités publiques
quelle qu'elle soit, ont recours à la GPA et en parlent de manière très décontractée et de manière affirmée. Je pense par exemple alors bon, c'est pas Madame Tout le Monde, hein, mais l'ex-mannequin Naomi Campbell, qui a eu 2 enfants respectivement, je crois, à 50 et 52 ans, et qui a admis au bout de quelques mois que c'était via la gestation par autrui. La GPA, ça reste quelque chose qui n'est pas simple, ni forcément pour soi, ni par rapport à l'entourage. On voit que la société a parfois du mal à l'accepter. Il y a des gens qui sont très virulents contre la GPA. Je pense par exemple à Marion Maréchal Le Pen, qui a eu un commentaire incroyable sur un post du couturier, je sais pas comment on dit, du créateur Jacques Mus. Je sais pas comment on prononce son nom. Je crois que c'est Jacques Mus. Jacques Mus. Je suis pas non plus. Ce créateur qui fait des choses très très belles et qui postait la photo des pieds ou des mains d'un bébé qu'il avait eu par GPA avec son mari. Et donc Marion Maréchal Le Pen a posté un commentaire en disant mais où est la mère, qui est d'une violence, d'une intrusivité mais sans nom. Et c'est vrai que quand on est monsieur et madame tout le monde, on se sent pas forcément de subir ces attaques qui risquent d'être incessantes autour de soi, autour de l'enfant plus tard, à la cour d'école, etc. Donc, on est en situation de vulnérabilité et d'épuisement après tout ce parcours et on ne se sent pas de faire ça. Alors justement, tu l'évoquais un petit peu, la question de l'adoption. Ça semblait a priori une solution facile, entre guillemets, parce qu'on va y revenir. Qu'est-ce que tu as découvert justement au cours de ton parcours sur la réalité des statistiques d'adoption en France? Donc on est toujours vers 2012 et les difficultés concrètes que ça représente en fait de se lancer dans un parcours d'adoption. Alors effectivement, l'adoption, on n'avait pas les mêmes freins que la GPA en termes d'éthique avec mon conjoint. Les freins étaient différents. Voilà, en fait, il n'y en avait même pas au départ. Quand on a envisagé cette option, on était à fond dans l'adoption, quoi. C'était quelque chose vraiment, on se projetait très bien. On a consulté les statistiques disponibles de l'époque et c'était celles de 2012 exactement. Donc en 2012, les Français avaient adopté en tout 2000 enfants pour 28 000 couples ou célibataires détenteurs d'un agrément pour adopter. C'est dingo. Alors l'agrément pour adopter, je ne sais pas si c'est nécessaire d'expliquer ce que c'est. Donc quand on veut adopter, il faut qu'on soit validé par les pouvoirs publics. Et donc c'est le conseil départemental, me semble-t-il, je confonds toujours avec conseil général. Le conseil départemental réceptionne les requêtes des couples ou des célibataires qui veulent adopter, lance une procédure d'enquête qui va être menée par des psychologues, par des assistantes sociales. La décision va être prise au final par un conseil de famille qui dépend donc du département, qui va autoriser ou non le couple à être éligible à l'adoption et donc attribuer un agrément à ceux qui passent cette sélection. L'agrément, c'est quelque chose qui dure 5 ans. Ok, c'est pas très long. Au bout de 5 ans, il faut tout recommencer. Donc, il faut le renouveler, mais c'est pas juste on appuie sur le bouton. Ouais, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Donc, en 2012, il y avait 28 000 agréments en cours. Et cette année-là, il y a eu 2000 enfants adoptés. Donc, ça fait 1 pour 14. Et donc, en creusant, donc c'est pas très encourageant. C'est vrai que ça comme statistique, ça semble quand même une démarche très lourde pour finalement quand même peu de chances de parvenir au bout du parcours. Exactement. Ouais. Et puis, en creusant un petit peu ce qui se disait sur l'adoption, donc sur les sites internet, sur les forums, sur les rapports qu'il pouvait y avoir, on s'est rendu compte que l'âge des enfants adoptés dépendait de l'âge des parents adoptants. Ah tiens. Par exemple, je crois que le délai moyen communiqué à l'époque pour une adoption, c'était 5 ans. Okay. Donc moi, j'avais 38 ans. 38 ans passés. 38 plus 5, 43. Et bien, à 43 ans, si jamais j'avais fait partie des heureux élus,
qui avait été sélectionné pour avoir un enfant, on nous aurait attribué un enfant entre 5 et 10 ans. Moi et mon conjoint, on ne se sentait pas de devenir les parents d'un enfant plus âgé. Oui, qui a déjà ses repères, ses références. Exactement, son vécu de potentiels traumas. Ouais, c'est encore autre chose qu'un bébé, j'imagine. Exactement, on ne se sentait pas légitime de devenir les parents de cet enfant et d'être les meilleurs parents pour lui, a fortiori, si c'est un enfant qui vient de l'étranger, dont on ne parle pas la langue maternelle. Non, mais c'est clair. Voilà, ça rajoute en fait des barrières. Et non, on se l'est dit clairement, non, on ne voulait pas devenir parents comme ça. Ouais. C'était pas pour nous et c'était pas bien pour ce potentiel enfant. Et c'est vrai que ce sont des questions qui sont assez douloureuses à se poser, puisqu'on se dit, mais en fait, on n'est pas prêt à devenir parent à n'importe quel prix. Alors, toujours dans l'hypothèse où on aurait fait partie des happy few à qui on attribue un enfant, encore une fois. Mais bon, à un moment, il faut se projeter. Oui, bien sûr, sinon tu le fais pas, de toute façon. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, si on ne veut pas devenir parent à tout prix, c'est peut-être qu'on ne mérite pas d'enfant. C'est peut-être qu'on ne veut pas tant que ça devenir parent. Là commence un processus d'autoculpabilisation qui est très désagréable. D'accord. Et qui perdure un petit moment. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que si on n'a pas eu d'enfant, c'est qu'on l'a bien mérité, parce qu'on ne le voulait pas vraiment. C'est qu'on n'a pas tout fait jusqu'à se sacrifier l'entièreté de son existence pour ça, quoi. Exactement. Ouais. Et ça, c'est la question que moi, je n'arrivais pas forcément à bien le formuler à l'époque, mais j'entendais, je lisais partout, bats-toi, vas-y, jusqu'au bout. Un langage très guerrier que je déteste. Pourtant, je me battais apparemment beaucoup dans la cour d'école quand j'étais petite. Apparemment, ça m'a passé. Et même pour cet enfant, tu t'es battue beaucoup, en réalité. Mais merci de me le dire. Non, mais c'est vrai. Du coup, avec tout ce que tu as cherché, vu, trouvé, toutes les infos que tu as... tu t'es battue. Et c'est fou quand même que ça reste comme j'ai pas fait assez, quoi. C'est dingue. Parce que il y avait ce langage autour de moi et cette impression de ne pas être allé jusqu'au bout. Et moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. Jusqu'au bout de quoi ? Ouais, c'est ça. C'est quoi le bout, en fait ? Ouais, au bout et c'est une vraie question. Ouais. Et c'est ça qui est pas facile, c'est que le bout, il est différent selon chacun. C'est quoi le bout ? C'est toutes les tentatives de FIV accordées par la Sécu ? C'est le bout de ses moyens financiers ? Des crédits conso qu'on peut obtenir pour financer sa PMA en Espagne ou sa GPA. Ouais. C'est le nombre d'années jusqu'au bout desquelles on n'est plus éligible à l'adoption. C'est jusqu'au bout de sa santé mentale. C'est ça aussi. Jusqu'au bout de son couple. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Ça, je ne suis pas sûre que ça soit recensé ou même étudié. Mais il y a beaucoup de couples qui se séparent, nous, c'est ce qu'on voit. C'est des parcours éprouvants. Après ces parcours-là, ou en cours de parcours. Non, tu m'étonnes. Parce que ça use, que ça transforme l'individu, et que même si on s'aime très fort, parfois ça ne veut pas. Et puis au cours d'une vie, on change. On n'a plus les mêmes envies forcément que son partenaire. Et donc, se battre jusqu'au bout de quoi ? Aller au bout de quoi ? Et parce que, alors, on l'a dit un peu rapidement dans l'intro, mais toi, tu accompagnes donc des personnes qui sont donc childless, comment on dit, définitif. Oui. Est-ce que déjà, tu peux juste nous recadrer, ce que ça veut dire, childless définitif ? Tout à fait. Alors, chers auditeurs, petit moment... Définition. Alors, childless, quand on traduit en anglais, ça veut dire en manque d'enfants. C'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant alors qu'il en voulait. Et on oppose ce terme à child-free, qui veut dire aussi qui n'a pas d'enfant, mais par choix. Donc, on remarque au passage la richesse de la langue anglaise, qui avec un seul mot dit ce que nous, on dit en beaucoup plus. Et donc, childless définitif, ce sont les gens qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'ont pas pu en avoir pour des raisons indépendantes de leur volonté, et pour qui cette situation est permanente. C'est-à-dire que tous les gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui cherchent encore à en avoir ou qui ont un espoir d'en avoir,
Eh bien, je suis désolée, l'association Happy Moi n'est pas pour vous. Puisque l'association Happy Moi, elle se concentre sur tous ceux qui voulaient avoir un enfant et qui n'ont jamais pu, et pour qui cette situation est permanente, puisque nous, on va les aider à vivre le deuil de la parentalité et à construire l'après, et à retrouver le bonheur qui leur est propre, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. On aimerait bien, mais ça n'existe pas. C'est comme le gâteau au chocolat, tout le monde a sa recette. La mienne est formidable, mais voilà. Tu nous la donneras à la fin. Tout à fait. Beaucoup de beurre. C'est le secret en général. Et donc, on veut les aider à retrouver le bonheur qui leur correspond à eux. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Happy Moi. Et donc, pour revenir justement donc, sur la définition de childless définitive, toi, dans ton parcours justement, donc on a parlé PMA, on a parlé adoption, on a parlé GPA, on a parlé don d'ovocytes. À quel moment de ton parcours tu as compris que tu n'aurais pas d'enfant ? Et qu'est-ce que ça t'a fait ? Je crois que j'ai réalisé quand j'avais à peu près 39 ans. Donc après ces parcours PMA infructueux, sans grossesse, après s'être penché sur les autres options qui restaient, qui existaient pour essayer d'avoir un enfant. Moi, j'étais vraiment épuisée. Moi, ça faisait plus de 6 ans. Alors, pas que j'étais en parcours PMA, mais ça faisait 6 ans que j'avais découvert mon infertilité, presque 7. Quand on découvre qu'on est infertile, on vit avec presque tous les jours. T'y pensais Ah, mais on y pense tous les jours. Ouais. Et puis, moi, j'ai découvert, j'avais 32 ans. Autour de vous, les gens commencent à avoir des enfants, les collègues, les amis, la famille. Tout le monde monte dans le train sauf vous. Il y a des femmes enceintes et des poussettes partout. Ouais. Tous les mois, comme on est une fille, on a la chance d'avoir nos règles tous les mois. Donc tous les mois, pendant ces 7 ans, le fait d'avoir mes règles, c'est des espoirs déçus, c'est une claque, c'est des questionnements. C'est quelque chose qui use vraiment fort au fur et à mesure. Moi, je me sentais pas de recommencer quoi que ce soit, enfin de tester quoi que ce soit. Moi, j'avais envie de sortir de ce marasme. Mais en même temps, acter que aucune solution ne fonctionnait et qu'on allait en tenter aucune, c'était acter qu'on n'aurait jamais d'enfant. Et donc, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait en plusieurs mois. D'accord. Le temps d'essayer de digérer un petit peu toutes ces choses très, très nouvelles et dont personne ne parlait à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. J'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure, mais ça n'existait pas. Il n'y avait que les forums sur Internet qui étaient pleins de femmes. Il y avait Facebook, mais c'était peut-être moins... Je pense, oui. Ouais, moi je sais que j'ai eu Facebook à partir de, je sais plus, 2008 ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais après... Moi, j'étais pas... Je crois que oui. Non, il y avait peut-être pas tous les sujets, comme maintenant, tu trouves tout sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus... Puis la parole est plus libérée. Ouais, c'est vrai. À l'époque, on était quand même très... C'était quand même une autre génération, même en termes de mentalité. Le cheminement neuronal fait que tu te dis, mais j'ai beau me cacher la réalité, elle me rattrape, et factuellement, on n'aura jamais d'enfant. Si on ne lance pas l'une ou l'autre de ces options, on n'aura jamais d'enfant, sauf le bébé miracle dont tout le monde parle, voilà, le fameux, mais qui n'est jamais arrivé chez moi. C'est bien de le dire aussi, je trouve. C'est important, en fait, qu'on l'entende, ça. Mais oui, puisque la place publique est remplie de miracles. À tel point que ça donne une surreprésentation des miracles et qu'on pense que le miracle, du coup, devient la norme. Mais c'est ça. Exactement. Alors qu'on laisse de côté tous ceux pour qui ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que ceux pour qui ça ne fonctionne pas, ils vont pas le crier sur tous les toits. Parce que déjà, on a notre propre souffrance à gérer, notre vie à construire sans enfant alors qu'on l'avait voulu. Et c'est très difficile de se construire une vie quand il n'y a aucun modèle, quand on n'a aucune représentation dans l'espace public. Ouais. Moi, je sais qu'à l'époque, justement, quand j'ai admis que ça y est, c'était cuit, je resterais toujours une femme stérile, mais je me suis effondrée. J'ai fait une dépression. Une belle dépression, bien comme il faut. J'étais sûre que mon conjoint allait me quitter. Pour une petite jeune avec des ovaires en pleine forme. C'est un peu drôle comment tu le dis, mais c'est un drame aussi dans la tête, quoi. Ah, mais complètement. Et c'est dans la tête, c'est dans le corps, il n'y a pas d'échappatoire. Et en même temps,
c'était salutaire pour ma santé mentale de ne plus m'accrocher à un espoir vain que l'une ou l'autre de ces solutions pouvait entretenir. D'accord. Moi, je suis quelqu'un de très tranché, trop parfois, dirait mon partenaire. Je suis quelqu'un de très tranché. J'aime quand c'est blanc ou noir. Je sais pas bien faire le gris. Et pendant ces 6 ans de PMA, T'étais dans le gris, en fait. j'étais dans le gris tout le T'étais temps. tellement dans le gris. C'est bon, j'avais fait les X mille nuances de gris, là. Ouais. Je voulais retourner dans du blanc ou du noir. Mais au moins que ce soit défini, quoi. C'est ça. Ouais, ok. Et donc, ça a été vraiment le moment où j'ai compris, où je l'ai acté. Il y a vraiment eu ce moment de down terrible avec oui, cette dépression que rien ni personne ne semblait pouvoir remonter. Et quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu un déclic. Et à mes 40 ans, tu sais, le jour de mes 40 ans, je me suis dit, waouh, j'ai 40 ans, j'ai fait la moitié de ma vie. Comment je veux passer ces 40 dernières années ? Et surtout celles qui arrivent et qui vont être celles où je peux le plus profiter, puisque je suis dans mon prime être physique et toi-même, physiologique. tout ça, ouais. Est-ce que j'ai envie de continuer à végéter dans ce marasme dépressif jusqu'à ce que mort s'en suive ? Ou est-ce qu'au contraire, je veux vivre avec un grand V et je veux profiter de la vie et re-aimer tout ce que j'aimais avant et que je n'arrive plus à aimer aujourd'hui ? Tu veux, l'étincelle se faisait plus, l'interrupteur était cassé en fait. Bah, c'est ce qu'on dit souvent des dépressions. J'arrivais plus à voilà. Tu vois, j'adore voyager. Voyager, ça me faisait plus plaisir. Ouais, tu t'en fichais quoi. J'adore bien manger. Ouais. Ah, mais j'en avais rien à foutre de manger. Ouais. Et c'est là qu'on voit que je suis malade. C'est quand j'ai pas faim et que j'ai pas envie de manger. Ah, je compatis. On est dans la même team, toi et moi. Et donc là, j'ai pris les choses en main. Au départ, j'ai allé pour un suivi psychologique. Je suis tombée sur un psychiatre. Okay. C'était formidable parce que du coup, c'était remboursé par la bien. Sécu et la Mutuelle. J'ai eu une séance par semaine pendant 2 ans. Avec le psy, tu creuses. Ouais. Tu creuses. Pourquoi ce désir d'enfant ? Qu'est-ce que ça vient nourrir en toi ? À quel besoin primaire ça répond ? Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir nourrir ce besoin en n'ayant pas d'enfant ? Et ça fait mal, hein, je vous le cache pas, c'est pas une partie de plaisir. Et ça renforçait sur le coup le sentiment d'injustice, parce qu'on se dit, mais c'est vraiment la double peine. Ouais. Parce que les gens qui arrivent à avoir des enfants, déjà, eux, ils se posent pas toutes ces questions. Ils vont chez le psy aussi. Hein. Oui, mais il y en a en une fait, partie. ils font un enfant comme oui, ça, c'est clair. et en plus, ils n'ont pas à se poser toutes ces questions. C'est vrai, à creuser sur eux-mêmes. Voilà, donc je pense qu'ils le font après. Une fois que l'enfant est un peu plus grand et on n'espère pas tous, mais et les met face à leur te met face à tes propres peut-être contradictions en tant qu'adulte. Mais donc moi je le vivais vraiment comme ça, mais j'avais vraiment envie d'aller mieux. J'avais envie de me retrouver la vraie moi, joyeuse, péchue, pleine d'envie, d'allant, dynamique et tout. Alors que j'étais devenue une espèce de slime, là. Parce que un de tes désirs, si je me trompe pas, qui était sûrement viscéral pour le coup, qui était un désir très très profond, peut-être avec lequel tu t'étais construite toute ta vie, ne s'est pas réalisé. C'est quand même un... Alors, c'était pas... Des femmes ont ce désir viscéral, comme tu dis. Moi, c'était pas le cas. Okay. C'est-à-dire que moi, c'était plus une projection dans l'avenir ou... En fait, moi, il y a des femmes qui savent dès qu'elles sont petites qu'elles veulent des enfants, se marier, aussi. Tout ça. Exactement. Moi, non. D'accord. Je savais que je voulais des enfants, mais c'était pas un désir des tripes. Je sais pas comment l'expliquer. C'était un désir. C'était un désir, voilà. Mais c'est quand j'ai rencontré du coup, mon conjoint, que voilà, c'était une évidence. Et le fait c'est ça qui était difficile, c'était aussi, donc tu as ta propre tristesse à gérer quand tu n'arrives pas à avoir d'enfant, que ton conjoint n'est pas père ça, c'est vrai à aussi. cause de toi. Enfin, à cause de toi, oui. Enfin, tu vois. Mais je vois comment tu le formules et j'imagine la souffrance chez toutes les personnes qui traversent ça. Et en plus, au milieu de tout ça, tu es au milieu de toutes les injonctions sociétales qui veut que le vrai sens de la vie d'une femme, c'est d'être maman et d'avoir des enfants, et que tu n'as pas compris ce que c'était vraiment que d'aimer
tant que tu n'as pas eu d'enfant. Donc, tu n'as pas expérimenté ça. Et que quand tu n'as pas d'enfant, tu es un peu un sous-être humain. Tu es une demi-femme. C'est ce que je dis parfois quand on parle des sujets aussi child-free ou childless. Il y a ce truc un peu de demi-femme. Il y a quelque chose qui n'est pas accompli dans ce qui est perçu comme la destinée féminine. Avec beaucoup de jugement de la part de l'extérieur. Donc, il y a ça renforce ce sentiment d'injustice que les parents peuvent être très intrusifs dans la vie des non-parents, mais la réciproque n'est pas acceptée. Ah bah non, parce que sinon, tu es un peu une harpie. Exactement, frustrée de ne pas avoir eu d'enfant. Oui. La sorcière dans Hansel et Gretel, quoi. Là, t'en parles. Donc, en tant que femme childless définitive, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie et surtout, quelles injonctions sociales ou réactions tu as reçues et comment ça a changé ta perspective aussi par rapport à, justement, au fait d'être une femme dans notre société? C'était rude. Ouais. C'était très rude parce que comment écrire la page blanche qui s'ouvre à toi quand tu sais que tu n'auras pas d'enfant? Quelque part, c'est formidable parce que tu sais que tu peux écrire ce que tu veux. Mais la tristesse et le questionnement sont tels que tu sais plus ce que tu veux. D'où l'utilité des séances de psy me concernant, justement pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, reconnaître, apaiser le chagrin, pour pouvoir faire de la place à autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on écrit sur cette page? Comment on se positionne par rapport au reste? Ça, c'est une vraie question. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais cherché quelles étaient les femmes sans enfants, sans l'avoir voulu, et qu'est-ce qu'elles faisaient. Eh bien, forcément, sur la place publique, on ne voit que des femmes publiques. Je suis désolée, ça ressort très moche, mais on ne voit que des femmes qui ont un métier public. Oui, qui ont de l'argent. Qui sont, je ne sais pas, présentatrices télé, actrices, etc. Des gens qui ont une plus-value business ou créative, pour le dire comme ça. Mais des femmes normales, on n'en entend pas. Eh ben non. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont pas. Donc, ça veut dire soit qu'elles n'existent pas, soit que elles se cachent dans un trou parce que vraiment, il n'y a pas de quoi se montrer, en fait. Ou juste avoir le droit d'exister. Donc, ça entretient, en fait, un complexe d'autodévalorisation. D'accord. Que parfois d'autres nous donnent normalement, normalement dans la vie quotidienne. Combien de fois j'ai entendu t'as pas d'enfant? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Mais c'est horrible, mais les gens qui n'ont pas d'enfants font plein de choses de leur journée. Mais surtout, je me dis, mais ces gens-là, pareil, quoi. Ils ne sont pas nés avec des enfants. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 30 premières années de leur vie mais c'est ça, ils s'en rappellent pas. Ouais, c'est étonnant. C'est incroyable. Ouais. Et c'est assez fréquent. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire quand leurs enfants vont quitter le nid aussi? Parce que après les enfants, il y a aussi une vie. Hein. Et complètement. Ouais. Et moi, j'ai pas de... Voilà, malheureusement, je n'ai pas de talent particulier. C'est-à-dire que je ne... T'es une femme normale. Je suis une femme banale, entre guillemets. C'est avec, et je revendique ce droit à la banalité et le droit à chacun et chacune d'exister avec sa banalité. Je dis ce mot avec beaucoup de tendresse. Oui. On mène la vie qu'on peut, idéalement qu'on veut, mais on ne peut pas tous, tout d'un coup, passer de conseiller clientèle bancaire à chanteuse d'opéra parce que on chante bien dans la douche. Internationale. Voilà, ou que sais-je, devenir marathonien parce que tiens, on avait du temps le matin, on s'est mis à courir autour du pâté de maison. Et hop, on est devenu marathonien, on fait 3 trails par mois. Voilà, c'est extrêmement en fait culpabilisant. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer Happy Moi. C'est pour montrer qu'il existe beaucoup d'anonymes qui ont des vies, j'ai envie de dire classiques. Ordinaires. Des vies ordinaires et qui sont là et qui sont tout autant légitimes que n'importe qui, en fait. Mais moi, ça m'a demandé énormément d'introspection, de rassurance, je sais, de la part du psychologue, du psychiatre, du coup, pour me dire, mais madame, vous valez quelque chose. Et il m'a dit la même chose que toi, vous avez essayé beaucoup de choses pour avoir des enfants. Et la finalité d'une vie ne se réduit pas au fait de devenir mère ou pas, ou
papa d'ailleurs ou pas, ça marche aussi. Donc c'était vraiment un travail très très long de détricotage de toutes les injonctions que j'avais pu avoir à titre personnel depuis ma naissance, et de retricotage ensuite de ma pelote à moi, qui me convient et qui se fait progressivement au cours des années et qui demande une certaine patience. Qualité que je n'ai pas beaucoup, mais que j'ai appris à acquérir tout de même, parce que, voilà, sinon on devient... Je ne vais pas dire fou, mais on peut devenir aigre aussi parfois, je pense, ou amer. Oui, complètement. Ouais. Et il y a des phases qui, je pense, sont assez, alors je vais dire normales, mais j'aime pas le mot, mais qui sont assez logiques. Une espèce de phase de rejet de nos amis ou nos entourages avec enfants, parce que quand on est dans le dur au début, c'est trop douloureux, c'est trop difficile. Donc on s'éloigne un peu. Et puis c'est vrai que quand on n'a pas d'enfants, alors que ce soit choisi ou pas, parfois on se sent très seul. Quand on est invité chez des amis où tout le monde a des enfants, où tout le monde ne fait que parler des enfants, et nous on a l'impression d'être, je sais pas comment on dit, l'éléphant au milieu de la pièce, ou voilà, d'être le loser de service. Ou juste en fait on s'ennuie parce que voilà, on n'a rien à partager spécialement avec personne, ou quand on parle un peu de notre vie, tout de suite le sujet revient sur autre chose. Donc une fois ça passe, deux fois aussi. Et puis quand c'est répété tout le temps, on a envie d'autre chose, d'un cadre qui nous épanouisse davantage. Oui, de rencontrer aussi des gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui comprennent aussi ce qu'on traverse, et oui. Comme toi. Et c'est pour ça que voilà aussi on a créé Happy Moi, c'est parce qu'on a vraiment envie que des gens se retrouvent entre eux et puissent parler, pas spécialement que de ce qui les rassemble en tant que gens sans enfants, mais juste de parler de tout et de rien, de passer une soirée entre potes un vendredi soir, autour de Virgin Morito ou pas Virgin, à papoter, sans la crainte qu'à un moment, la discussion ne dérive et ne s'ancre sur les enfants des uns ou des autres. Quand on a préparé cet échange, tu m'as dit que, j'ai trouvé ça très intéressant, que les gens ne savent pas ou n'osent pas dire qu'ils n'ont pas réussi une PMA, notamment, ou un parcours de fertilité. D'après toi, combien de personnes sortent de PMA avec un bébé, et pourquoi cette omerta ? Alors, je suis hyper contente que tu me poses la question. La réalité aujourd'hui, c'est que les parcours PMA ne sont pas comptabilisés en termes de couples ou de célibataires qui réussissent ou qui ne réussissent pas. J'entends par là que ce qui est comptabilisé dans les chiffres de l'activité PMA, c'est le nombre de tentatives qu'il y a eu. Donc, sans rentrer dans des détails techniques, ça va être les inséminations intra-utérines et les FIV, etc. Et en face de ces tentatives, on va mettre un nombre d'accouchements et de naissances. Parce que c'est pas la même chose, parce que parfois, il y a des naissances multiples, donc des jumeaux et ou des triplés, ou peut-être plus, je ne sais pas. Aujourd'hui, si on prend les chiffres officiels, donc en 2021, il y a eu environ 166 000 tentatives de PMA qui ont été faites pour, de mémoire à la louche, 27 000 accouchements. D'accord. Ce que je peux vous dire, donc, c'est que la moyenne, donc ça je m'en souviens très bien, c'est une tentative de PMA sur 6 aboutit à un accouchement. Ce chiffre augmente un peu, il passe à 20% quand on parle uniquement des FIV. Et il y a certaines statistiques, et c'est là où on entre un peu dans le cœur du sujet, il y a certaines statistiques qui circulent qui disent que non, les FIV, c'est 1 sur 3 qui donne une naissance. Ah oui, c'est énorme quand même. Donc 1 sur 3, 1 sur 5, c'est pas pareil. C'est déjà pas la même chose. Comment on arrive à cette différence ? Et en fait, on se rend compte que dans le 1 sur 3, on prend en compte les gens qui ont fait une FIV complète en terminologie sécurité sociale. Donc une FIV complète, pardon pour cette petite technique, mais c'est important pour que les gens se rendent bien compte. Donc une FIV, c'est une stimulation ovarienne de la femme pour qu'elle produise plein d'ovocytes. C'est une ponction
de ces ovocytes, qu'on va ensuite mélanger avec le sperme de monsieur pour faire des embryons. Et c'est un transfert de ces embryons dans l'utérus de la dame. Pour la Sécu, une FIV, c'est toutes ces étapes ensemble. D'accord. Il y a des patients qui commencent une FIV, mais qui ne vont pas au bout des étapes. Parce que le traitement ne réussit pas assez et qu'on peut pas, ils ne le supportent pas. Ou parce qu'ils supportent bien le traitement, mais il n'y a aucun ovocyte qui est produit et donc on ne peut pas en ponctionner. Donc en fait, tous ces gens-là, avant, ils ne sont pas comptabilisés dans le 30% de FIV est un succès. Donc la base de calcul est différente. Et je voudrais revenir sur les chiffres dont tu parlais au début. Sur 7 FIV sur 10 aboutissent à une naissance. Ouais. Effectivement, c'est une étude qui a été menée. Et là encore, c'est important de lire les conditions de l'étude. C'est une étude qui a été menée sur 8 centres PMA parisiens. Ok. Donc, c'est déjà géographiquement relativement limité. C'est pas du tout une critique des chercheurs. C'est super d'avoir fait ça, parce que clairement, c'est la première fois et la seule fois que quelqu'un l'a fait. Donc, c'est sur 8 centres parisiens. Ces 8 centres parisiens, donc ça représentait environ 6500 patients. Il y en a un certain nombre qui est sorti avec des enfants. J'ai mes notes. Vas-y. Donc, il y en a sur ces 6500 couples qui ont commencé un protocole FIV, il y en a 2700 qui ont eu un bébé pendant ce protocole. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y en a 3800 qui n'ont pas eu de bébé. Et c'est ces 3800-là que l'étude a voulu étudier pour savoir s'ils avaient eu un bébé au final ou non. D'accord. Et donc, sur ces 3800, il y en a presque la moitié qui n'ont pas été contactés. Qui n'ont pas été contactés, tu veux parce dire, qu'on n'avait pas leur adresse. D'accord, pour l'étude, quoi. Pour l'étude, donc on n'a pas pu les contacter. Ok. Ceux dont on avait l'adresse, il y en a une partie qui n'ont pas répondu à l'étude. Ok. Donc au final, ceux qui ont répondu à l'étude, c'est même pas un tiers de ceux qui n'avaient pas réussi à avoir un bébé. Ouais. Et puis la question, c'est est-ce que quand tu es en déprime, justement, que tu n'as pas réussi à avoir le bébé que tu veux, tu as très envie de répondre à un sondage sur le fait d'avoir eu ou non un bébé? Exactement. Donc effectivement, il y a un delta, enfin il y a un biais, quoi. Et ce qui est dommage, et encore une fois, c'est vraiment pas du chercheur bashing ou du docteur bashing, non, parce pas que du tout. C'est important qu'ils s'intéressent à ces sujets-là. C'est vraiment important, mais ce qui est dommage, c'est d'utiliser les chiffres, de dire 7 FIV sur 10 donnent un bébé, sans détailler pourquoi. Et tu penses que ça nourrit presque un faux espoir quelque part, parce que ce serait des chiffres peut-être trop élevés et que du coup... Ça nourrit dans l'imaginaire collectif l'image que la PMA, ça reste un truc qui majoritairement marche. Et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en 2025, on en est encore à un bébé quand je veux, si je veux. Et si ça marche pas, il y a toujours la PMA. Et au pire, j'adopterai. Et donc... Nous, pourquoi c'est important pour nous de communiquer sur les chiffres? C'est pas pour décourager tout le monde, c'est pas pour casser l'espoir. Non, bien sûr. Pas du tout. C'est pour être justement transparent, parce que on pense que des personnes bien informées font des choix qui leur ressemblent. C'est clair. Et pas des choix par défaut. Alors, est-ce que tu as eu des retours de personnes, justement, via l'association, si tu as le droit d'en parler, de personnes qui ont abandonné ou perdu espoir vis-à-vis d'avoir un enfant un jour, sans jamais en parler ou publiquement ou même autour d'eux? Alors, oui, c'est 99% des gens. C'est dingue. C'est horrible. C'est fou. C'est le tabou ultime. Parce qu'il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de tristesse. Donc, on n'a pas spécialement envie de parler de quelque chose qui nous rend triste. Souvent, c'est un effort déjà au quotidien de faire bonne figure. Au boulot, en famille. Ça demande beaucoup d'efforts. Donc, en plus, parler de ça et se mettre davantage en situation de vulnérabilité, c'est pas envisageable. Surtout quand on évoque le sujet, on rencontre de l'incrédulité ou des conseils mal avisés et des jugements non sollicités. On n'a pas envie de s'en mettre encore plus, quoi. Donc il y a ça, c'est vraiment... c'est tout le monde. C'est ça qui est terrible, c'est tout le monde. Et nous, on espère qu'avec l'association, ça donne une légitimité, en fait, aux gens, qui se sentent représentés, qui se disent « Ah, je ne suis pas le seul... à vivre ça, on est plusieurs. Il y a une association qui nous ressemble et qui nous rassemble.
je me sens déjà un petit peu mieux. Et peut-être plus légitime pour en parler autour de moi et dire non mais si belle maman, je n'attaque pas les belles mamans c'est un du exemple. tout. J'adore la mienne, mais voilà, si belle maman, c'est fréquent, les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, regarde, il y a une association qui nous représente. Et le problème, c'est que moins on en parle, plus les gens restent ignorants du sujet. Ouais, ça c'est vrai aussi. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Qu'on va essayer de briser avec Happy Moi, mais que tu fais déjà. C'est le cercle vicieux, et je peux te dire que même aujourd'hui, on le voit pendant nos actions de sensibilisation, on a un magnifique kakémono, donc c'est une espèce de grand, un grand poster, qu'on affiche aux événements où on se rend, et sur ces posters, on a mis les chiffres de succès des PMA et de l'adoption. On cite les sources, sérieux. Parce qu'Happy Moi est une association sérieuse, même si on est fun. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Eh bien, figure-toi que même avec les chiffres, les gens, certaines personnes, ne nous croient pas. C'est dingue. Mais c'est incompréhensible. C'est du déni, mais puissance cosmique. C'est énorme. Et elles ne nous croient pas. Je pense parce que ça les dérange profondément. Ouais. Certainement parce qu'elles se projettent. Si moi, j'avais pas réussi à avoir d'enfant, ce serait un drame. Si ma fille n'avait pas réussi à avoir d'enfant, je ne serais pas grand-mère, ce serait un drame. Voilà, pour des raisons qui leur appartiennent. Mais il y a ce tabou très, très fort. Et c'est un tabou sur lequel il n'y a pas de solution aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de réponse, finalement. Et la nature. Les gens ont horreur du vide. Ah, d'accord. Et en fait, moi, ce que je dis, la réponse qu'il y a, mais c'est l'empathie et l'écoute. Complètement. Et pas le jugement et le conseil qu'on ne vous a pas demandé. C'est clair. Je pense que globalement, on s'attend à ce que les parcours reproductifs fonctionnent et on ne pense pas qu'ils pourraient à terme ne pas fonctionner. Parce que c'est de la médecine, c'est de la science. Et que la science, c'est quelque chose d'exact. C'est comme on a mal à la tête, on prend un médicament, on n'a plus mal à la tête. Et bien la PMA, c'est pareil, on n'a pas de bébé, on fait des piqûres, on fait des machins et on finit par avoir un bébé. Sauf que, tous les médecins vous le diront, ça n'est malheureusement pas si simple que ça. Et la pléthore de personnes qui s'expriment sur la place publique pour dire « j'ai réussi à avoir des enfants alors que j'y croyais plus », et je pense notamment à toutes ces stars qui disent qu'elles ont eu des enfants à 40, 45 ans passés. 47. 50 ans Naomi Campbell, sans forcément être transparentes sur le fait qu'elles ont eu recours à du don d'ovocytes ou à la GPA. Mais forcément, ça fausse la représentation collective et ça met beaucoup d'attentes sur les parcours médicaux. Et je pense que les médecins en face sont bien en peine de pouvoir arriver aux attentes des gens, même s'ils font tout ce qu'ils peuvent, à la hauteur des moyens humains et financiers qui leur sont attribués. Dont ils disposent. Est-ce que tu penses que le manque d'écoute ou de reconnaissance, tu parlais un petit peu toi de cette sensation de ne pas être allé au bout, etc., le manque d'écoute ou de reconnaissance des parcours sans aboutissement, d'ailleurs, sans aboutissement, c'est peut-être pas l'expression consacrée. Sans bébé. Sans bébé, voilà. Donne-t-il un sentiment d'échec ? Effectivement, ça fait beaucoup de tort à tous les jamais parents malgré eux, parce que ne pas écouter et ne pas reconnaître, c'est nier ce qu'on a vécu. Ouais. C'est nier l'importance que ça a pour nous. C'est nier tout ce qu'on a mis derrière pour que ça fonctionne. Et moi, je sais qu'il y a même des gens qui me disent parfois « Mais moi, j'ai même pas le droit de me plaindre parce que j'ai même pas fait de PMA. C'est juste que j'ai pas rencontré la bonne personne avec qui faire des enfants ou je l'ai rencontré trop tard. Ouais. Et donc, j'ai pas le droit de me plaindre parce que quelque part, si j'avais voulu un enfant, vraiment, je l'aurais fait avant. Ouais, tu l'aurais fait solo ou... Et donc, moi, je leur dis mais au secours, mais non, mais vous êtes totalement légitime, mais vous êtes childless définitif. Vous n'êtes pas child-free. Votre désir d'enfant ne s'est pas réalisé malgré votre volonté, en fait. Et en fait, ça, justement, ce manque de reconnaissance et d'écoute, ça renforce la culpabilisation des personnes. Parce qu'il y a des parcours très différents qui mènent à ce renoncement subi à la parentalité. Oui.
C'est ça que je trouve particulièrement sain aussi dans ton discours. C'est aussi cette notion assez inclusive de ce que c'est d'être childless définitive. Il n'y a pas besoin d'être passé par tous les parcours de fertilité, les tentatives d'adoption, etc. En fait, le fait juste d'avoir vu son désir d'enfant contrarié par les aléas de la vie suffisent aussi à faire de nous potentiellement une personne childless définitive. Totalement, et tout aussi légitime que quelqu'un qui a 10 ans de PMA, 10 ans de tentative d'adoption. Voilà, chez nous, tout le monde est, tout le monde est pareil, et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, l'inclusivité. Ce que je trouve aussi qui est sain dans ton discours, c'est que tu dis aussi aux femmes, parce que souvent quand même c'est les femmes qui sont concernées de prime abord par ces sujets-là, on va dire, mais aussi aux hommes, que c'est pas parce que t'as pas tout sacrifié dans ta vie, ton argent, ta santé mentale, ton appart, pour avoir un enfant, que pour autant tu ne peux pas avoir à faire ce deuil de cet enfant que tu désirais. Et ça, je trouve que moi, c'est une perspective à laquelle j'avais jamais pensé en fait avant de t'écouter, tu vois. Mais exactement, on n'est pas obligé on n'a pas à juger que notre souffrance est plus ou moins grande que celle de quelqu'un d'autre. Ouais. Et chez nous, c'est très clair, chez Happy Moi, on s'adresse à tous ceux qui se voulaient parents, qui n'ont jamais pu l'être et chez qui cette situation est définitive. Et ça vaut aussi, par exemple, pour les personnes qui sont en couple avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Ah mais oui, effectivement. Parce que ça existe aussi. Bien sûr. Ou des gens qui sont en couple recomposé, et qui sont en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants d'une précédente relation et qui n'en veut plus. Mm-hmm. Oui, qui a fait sa part en quelque sorte et qui dit je veux pas me relancer voilà, moi là-dedans. J'en ai assez, j'en veux plus. Mais ces gens-là sont aussi childless. Bien sûr. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont leur dire oui, t'as qu'à changer de conjoint. Mais à ce moment-là, ce discours, on aurait pu me le donner à moi, on aurait pu le donner à tout le monde. À tout le monde, en fait. Voilà, c'est ça. On peut aussi, je sais pas moi, voler un bébé dans une poussette. Bah, si tu voulais vraiment un enfant. Tu l'aurais volé. Non, mais c'est délirant, en fait. C'est délirant d'entrer à ce point-là dans l'intimité des gens, de la juger. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous reparler un tout petit peu en quelques mots d'Happy Moi et de ce que tu veux apporter à toutes les personnes qui sont jamais parents malgré eux? On a 2 missions chez Happy Moi. La première, c'est effectivement d'accompagner tous les jamais parents malgré eux à cheminer dans ce deuil de la parentalité, à accepter leur situation et à retrouver le bonheur. On fait ça avec des rencontres amicales qu'on organise tous les mois. Il y en a en visio, il y en a en chair et en os. On va se développer dans plusieurs villes de France et outre-France. Bah dis donc, quel sacré projet, n'est-ce pas, cette année. Et puis, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement d'un professionnel, on met en place des cycles d'ateliers thérapeutiques avec des psychologues, des psychologues cliniciens, justement entre childless définitifs. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit qui n'existe nulle part ailleurs, avec des ateliers thématiques pensés justement pour des problématiques que rencontrent spécifiquement les childless définitifs. On a la gestion des émotions, on va avoir cette année l'image de soi et la valorisation. Se sentir légitime sans être parent. Trop bien. Donc on développe toutes ces choses-là. On essaye aussi de parler de thématiques avec des experts sur des sujets de société, mais sous le prisme childless définitif. Par exemple, on fait intervenir un notaire sur le sujet de la transmission. Parce que quand on n'a pas d'enfant, c'est différent. Et notre deuxième mission, c'est la sensibilisation du grand public. Et ça, on le fait en intervenant auprès des médias et des podcasts qui nous donnent la parole comme toi. Merci encore. On est très heureux. Et en intervenant auprès de tous des professionnels de tous bords pour leur parler du sujet. Et la semaine prochaine, j'interviens dans une faculté auprès d'étudiants en psychologie pour leur parler aussi de ce sujet, pour qu'ils le prennent en compte chez leurs futurs patients. Tu veux aller vers les personnes pour les informer. Et mille merci Sandrine pour ton témoignage et ta présence dans le podcast Alors c'est pour quand ? Si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez soutenir le podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser 5 étoiles. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est la lettre C. Pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt.